il a compris qu'il possédait des capacités hors du commun. Il avait 10 ans à l'époque et s'amusait avec son pouvoir dans la maison, faisant voler des objets, quand sa mère est entrée. Au lieu de le féliciter, sa mère lui a crié dessus, lui ordonnant d'arrêter immédiatement ce qu'il faisait. Puis, sa mère lui a parlé calmement, lui demandant s'il voulait encore vivre longtemps avec elle, ce à quoi Turan a répondu oui. Puisqu'il voulait rester avec elle, elle l'a supplié de promettre de ne plus jamais utiliser ce pouvoir à partir de cet instant. Elle l'a supplié de ne pas s'en servir devant les autres, et Turan a demandé à sa mère pourquoi on le lui interdisait. Elle lui a demandé s'il se souvenait de l'histoire du noble et du chevalier, et il a dit oui. En gros, on appelle ceux qui manient un pouvoir spécial comme le sien des mages, qu'ils soient nobles ou chevaliers. Cependant, les nobles et les chevaliers sont différents, car les nobles descendent d'un peuple divin, les Freyans, descendus pour sauver les anciens humains. En revanche, les chevaliers descendent de ces nobles dont le sang s'est mêlé à celui des humains, c'est pourquoi il y a une différence entre eux, même parmi les mages. Elle lui a ensuite expliqué qu'il ne pouvait pas utiliser son pouvoir car il avait hérité de celui de son père, un chevalier. Elle a mentionné qu'il y a beaucoup de nobles cruels en dehors du village qui traitent les chevaliers comme des esclaves. Elle l'a exhorté à toujours garder secret le fait qu'il est un mage. 8 ans plus tard, Turan veille toujours à ne pas rompre cette promesse et continue de la tenir car il n'a aucune envie de se révéler en tant que mage. En fait, il n'a même pas l'intention de descendre de la montagne pour aller au village. Au village, 2 enfants ordinaires s'amusent à jouer aux mages et aux monstres jusqu'à ce que le grand-père populaire du village, Rabu, s'approche. Le petit garçon lui demande ce qu'il doit faire pour devenir un mage, et il lui explique qu'on ne le devient pas simplement en le désirant. Rabu explique que les mages sont le sommet de l'humanité, ceux qui dirigent les humains depuis les plus hautes sphères. Ce sont essentiellement des nobles et des chevaliers qui héritent de leurs ancêtres la capacité d'utiliser des pouvoirs mystérieux, ce qui signifie que les 2 enfants ne peuvent malheureusement pas devenir des mages. L'un des villageois derrière Robu s'étonne qu'il puisse être aussi franc avec des enfants. C'est alors qu'il dit au vieil homme avoir entendu parler d'un monstre qui vient d'apparaître. Rob le confirme, ajoutant que l'un des villageois, Rob, a croisé le monstre la nuit précédente. On raconte qu'il est couvert d'une ombre noire comme la nuit, et que c'était un grand léopard de la taille d'une maison. Cependant, Rob leur dit de ne pas s'inquiéter car le chef du village est déjà parti en ville pour solliciter un mage, et il en ramènera certainement un pour anéantir le monstre. Ils sont soulagés d'entendre cela, et l'un des villageois dit aux enfants qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans la forêt entre-temps pour leur propre sécurité. Apparemment, il est pratiquement impossible pour une personne ordinaire de tuer un monstre, c'est pourquoi il faut un mage. L'un des villageois demande à Rabi si tout le village est au courant, et il répond que oui. Le gars lui demande alors si le berger sur la colline, Turan, est au courant. Pendant ce temps, Turan se détend sur la colline, se reposant en utilisant son mouton comme oreiller. Turan regarde le ciel dégagé et se plaint de l'ennui ambiant, car c'est toujours le même paysage qui se répète. Turan pousse un soupir de déception, disant qu'il va carrément oublier comment parler si ça continue comme ça. C'est alors que Rabu fait son apparition, le critiquant pour dormir alors que le soleil ne s'est même pas encore couché. Turan l'ignore comme s'il n'était pas là, lui disant de s'écarter parce qu'il lui cache le soleil. Rabu n'arrive pas à croire à quel point il manque de manières, et lui demande s'il en veut toujours pour cet incident du passé. Apparemment, il s'agit d'un incident où Rabu a voulu discrètement s'approprier les moutons de manière collective après la mort de la mère de Turan. Sans aucune retenue, Turan lui fait savoir qu'il lui en tient évidemment toujours rigueur. Turan mentionne qu'il n'est pas généreux au point de devoir partager l'héritage de sa mère. De plus, il fait remarquer au vieil homme qu'ils ne sont pas assez proches pour qu'il prenne de ses nouvelles, et lui suggère de dire ce qu'il a à dire puis de dégager. La réponse glaciale de Turan agace le vieil homme qui est prêt à exploser, mais l'expression de Turan le dissuade. Le vieillard finit par révéler la raison de sa présence et parle à Turan du monstre qui vient d'apparaître. Le vieil homme décrit à quel point le monstre est imposant et dangereux, mais Turan n'est pas vraiment impressionné. Rabu est surpris qu'il ne soit pas plus étonné, même s'il est la cible la plus probable du village. Rabu admet que Turan a un courage insensé, sans même comprendre d'où lui vient cette bravoure. Mais il informe que le chef du village est déjà parti en ville pour faire appel à un mage. Il exhorte Turan à faire attention, affirmant qu'il s'inquiète simplement pour lui. Cependant, Turan le contredit, affirmant qu'il ne s'inquiète pas pour lui mais bien pour les moutons. Rabo a envie de péter un câble en entendant ça, mais Turan lui dit simplement de disparaître puisqu'il a fini de dire ce qu'il avait à dire. Il le provoque même en lui disant qu'il a une haleine fétide, laissant le vieil homme s'éloigner, dépité. En parlant de monstres, ce sont des bêtes qui manient des pouvoirs mystérieux et de la magie. De la même manière que les mages le sont pour les humains, ces bêtes le sont pour les monstres. Turan est ravi à l'idée de voir enfin un mage en personne, mais en même temps, il doute que ce mage soit vraiment exceptionnel puisque c'est un village de campagne qui a demandé son aide. Néanmoins, il a toujours envie d'en voir un pour découvrir quelle est leur véritable force. Quelques instants plus tard, Turan sent une odeur de sang et commence à en suivre la piste. Peu de temps après, il trouve les restes du vieil homme qui venait juste de lui dire de faire attention. Il a été déchiqueté comme du papier, et Turan est surpris que le vieil homme venu le prévenir soit finalement celui qui est mort le premier. Turan garde son visage froid et inexpressif en observant le cadavre. Il comprend que ce n'est pas un animal sauvage ordinaire qui a tué le vieil homme, ce qui signifie que c'est l'œuvre du monstre.
Il n'a pas encore terminé ses déductions que le coupable surgit de la forêt, et le monstre est exactement tel qu'on l'a décrit. Une aura sombre l'entoure, et il est vraiment massif, avec un visage féroce et effrayant. En parlant des monstres, ils sont réputés d'une force si insensée que des humains normaux ne peuvent même pas leur faire face. Le fils de Rop entend cela et croit que leur village est fichu, mais son père l'assure que le mage va terrasser le monstre. Il explique au petit gars que le mage ne perdrait pas face au monstre car ils peuvent régler leur compte au monstre d'un seul mot. Maintenant que Turan fait face au monstre, il ne ressent pas la moindre once de peur et ordonne calmement au monstre de mourir. Une vague immense frappe le monstre, le projetant en arrière, mais la bête reste tout aussi vigoureuse qu'avant. Turan reste sans voix, voyant que sa première attaque a échoué. Et pendant qu'il se creuse les méninges pour trouver autre chose, le monstre bondit sur lui. Turan utilise un autre mot de commandement, ordonnant au monstre de s'arrêter, mais la bête le rate de justesse. Turan est surpris que ces deux mots de commandement aient été inefficaces contre le monstre, et avant même qu'il ne s'en rende compte, la bête se retourne avec rage pour l'attaquer. Turan bondit en arrière pour esquiver l'attaque du monstre, et décide de passer aux choses sérieuses. Turan revient aux méthodes de berger et sort sa fronde. Il place une pierre dans la fronde et utilise la magie pour la durcir avant de la lancer sur le monstre. Tandis qu'elle fonce vers le monstre, il utilise un autre mot de commandement pour l'accélérer encore plus. Alors que le projectile s'approche du monstre, Turan lui ordonne de transpercer, générant une force colossale et des ondes de choc qui traversent le corps du monstre. Mais ce n'est pas suffisant pour tuer la bête. Le monstre se rue sur Turan, sans se douter que le jeune homme n'a pas fini, car le projectile revient déjà tel un boomerang, visant sa tête. Avec une puissance ahurissante, la pierre fend le crâne du monstre par derrière avant même qu'il ne puisse atteindre Turan. Terrassé par l'incroyable force du projectile, le monstre s'écrase lourdement au sol, raide mort, tandis que Turan garde un calme olympien tout du long. Il décide de balancer le cadavre du monstre dans la vallée, tout en pensant à quel point les villageois aiment lui prendre la tête. Le lendemain matin, Turan reçoit la visite inattendue d'un groupe de villageois en colère. Il frappe à sa porte sans la moindre courtoisie, exigeant qu'il sorte. Apparemment, ils sont là pour l'accuser du meurtre de Rabot, et le type qui mène la charge attrape Turan par le col, lui disant qu'il est sans honte. Il prétend que Turan a blessé Rabot avant de le jeter dehors pour qu'il se fasse dévorer par les monstres. Turan répond calmement qu'il comprend pourquoi ils veulent le piéger, parce que le doyen du village est mort seul, à la place des jeunes hommes trop lâches pour affronter le monstre. Turan déclare qu'ils choisissent de l'accuser car c'est le moyen le plus facile pour eux de se dédouaner de leur propre culpabilité. Cela met le gars hors de lui, et il décoche un coup de poing au visage de Turan, qui esquive l'attaque sans effort. Turan lance alors une contre-attaque, assénant un coup de tête au gars et le faisant saigner du nez abondamment. Au fond, Turan est ravi d'avoir la magie, car ça rend les choses tellement plus pratiques. En effet, il lui suffit de souhaiter quelque chose pour que cela se produise, au prix d'un peu de mana. L'un des agresseurs fonce sur Turan pour le frapper avec un bâton, mais Turan murmure subtilement, lui ordonnant de tomber. Son souhait se réalise, et le gars trébuche brusquement avant même d'atteindre Turan. Turan continue de s'amuser avec les autres, car il n'a même pas besoin de s'employer sérieusement pour les maîtriser. Tout ce qu'il a l'intention de faire, c'est de s'occuper d'eux sans les tuer. Turan arrache vite le bâton d'un des gars et le frappe au visage avec, tout en l'utilisant comme bouclier humain contre les coups des autres. Finalement, Turan les bête tous à plate couture, tout en dissimulant le fait qu'il est un mage. Après les avoir tous tabassés, Turan les réprimande, leur disant qu'il aurait dû utiliser cette même énergie pour organiser les funérailles de Rabi. Après avoir corrigé les hommes, Turan demande aux femmes qui les accompagnent si elles sont aussi là pour se battre, mais elles lèvent les mains en l'air, assurant qu'elles ne veulent pas des nuits et qu'elles sont juste là pour le saluer. Turan s'en moque éperdument puisqu'elles n'ont pas le cran de l'affronter comme les hommes, et ordonne aux femmes de redescendre les gars au bas de la montagne. Lorsque Turan retourne chez lui, il sait que l'affaire ne restera pas là, car ils vont sûrement utiliser ça pour l'arnaquer lors de ses prochains trocs au village. Néanmoins, il s'en moque éperdument, car il lui suffit de les tabasser jusqu'à obtenir un prix équitable. Turan estime qu'aucun fauteur de trouble ne viendra plus le déranger, vu la raclée mémorable qu'il vient de leur infliger. Il n'a pas fini de parler qu'il entend frapper à la porte, et l'ouvre brusquement, agacé, pour demander de qui il s'agit. À sa grande surprise, le gars qui se tient devant lui ne ressemble à aucun des villageois. Turan lui demande qui il est, et l'homme répond qu'il voulait juste lui demander une faveur pour son voyage, mais qu'il semble l'avoir dérangé au mauvais moment. Turan s'excuse pour son impolitesse, expliquant qu'il a eu des invités indésirables plus tôt. Au fond, Turan ne sait même pas s'il a répondu correctement, car il ne parle pas aux villageois, même si sa mère lui a toujours appris les bonnes manières. Faisant de son mieux pour se rattraper, Turan dit à l'inconnu qu'il peut entrer s'il cherche une auberge. Peu après, Turan prépare ce qui ressemble à un véritable festin pour l'inconnu. Tout en mangeant, ils discutent, et Turan lui confie qu'il ne parle pas vraiment aux villageois parce qu'il est né et a grandi sur la colline. En fait, il a été berger toute sa vie, et il fait remarquer à l'inconnu qu'il est rare de voir des voyageurs dans ce petit village. Étonnamment, l'homme le complimente, lui disant qu'il a de bonnes manières pour quelqu'un qui a grandi seul en tant que berger. Turan révèle qu'il tient ça de sa mère, tout en précisant qu'elle est déjà décédée d'une maladie. L'inconnu fait un signe religieux tout en assurant à Turan que sa mère est au paradis parce qu'elle a élevé un bon fils. Après ces présentations,
ils entament une conversation plus décontractée, et Turan lui demande ce qui l'amène jusqu'à ce village de campagne. L'inconnu mentionne qu'il est sous contrat parce qu'on lui a demandé de s'occuper d'un monstre dans le village, révélant finalement qu'il est un sorcier. Turan est choqué d'entendre ça, et il comprend que l'homme est le sorcier dont parlait Rabu. Le sorcier dit ensuite à Turan qu'il a une question pour lui, et Turan l'invite à la poser. Le sorcier mentionne qu'il peut ressentir la présence d'un monstre, mais qu'il n'en voit aucun. Et c'est encore plus étrange que Turan soit aussi calme face à la situation alors qu'il sait ce qui s'est passé. Le sorcier souligne que Turan est la proie idéale pour le monstre, mais qu'il n'a pas l'air effrayé. Le sorcier dit à Turan qu'il a l'air vraiment courageux pour un berger qui n'a jamais quitté le village. Et d'une voix calme et sérieuse, le sorcier demande à Turan qui il est vraiment. Le sorcier lâche une bombe en demandant à Turan s'il est un sorcier, ce qui met immédiatement ce dernier sur la défensive. Dans un flashback, il avait demandé à sa mère ce qui se passerait si quelqu'un découvrait qu'il était un sorcier. Sa mère lui a expliqué qu'il y a des nobles corrompus, en utilisant des bergers comme eux comme analogie. Elle lui a dit que si les nobles sont des bergers comme eux, alors les chevaliers sont comme les chiens que les nobles élèvent. Elle lui explique qu'ils peuvent l'entourer d'amour comme une famille, mais qu'ils peuvent aussi le sacrifier si nécessaire. Sa mère lui dit qu'elle ne veut pas de ce genre de vie pour lui, et lui rappelle que personne ne doit savoir qu'il est un sorcier, surtout pas les autres sorciers. Elle le prévient que s'ils le découvrent, ils le sépareront d'elle et feront de lui leur chien de berger, prêt à être jeté à tout moment. Sa mère lui fait comprendre que pour empêcher les gens de découvrir son secret, il devra peut-être même en venir à tuer. Et maintenant, dans le présent, Turan envisage déjà cette option. Le sorcier remarque l'expression glaciale de Turan et lui demande pourquoi il ne répond pas à sa question. Avant que Turan ne fasse un geste pour le tuer, le sorcier dissipe la tension en lui disant que c'était une blague, mais que son visage impassible a tout gâché. Turan se calme alors, lui aussi surpris, et s'excuse en avouant qu'il n'a pas vraiment le sens de l'humour. Cependant, le sorcier répond que c'est lui qui devrait s'excuser de l'avoir troublé. Turan sourit, confiant au sorcier que c'est la première fois qu'il entend la blague d'un sorcier, ce qui l'a pris au dépourvu. Le sorcier rappelle alors à Turan qu'ils ne se sont pas encore présentés, et révèle qu'il s'appelle Cahorn, un vagabond. Les deux se serrent la main, et Turan révèle également son identité. Turan révèle qu'il va avoir 18 ans cette année, et Cahorn précise qu'il en aura 75. Turan est surpris, car Cahorn ne fait pas son âge, et ce dernier lui explique que les sorciers vieillissent plus lentement que les gens ordinaires. Il ajoute qu'ils vivent même plus longtemps, et Turan lui demande comment il a fini par devenir un vagabond. Cahorn explique qu'après avoir servi la famille arabiane pendant 60 ans, il est tout simplement parti, choisissant des raisons sans s'établir nulle part. Avant même de s'en rendre compte, lui et Cahorn sont plongés dans de profondes conversations, et Turan est surpris de se sentir aussi à l'aise avec un inconnu. Réalisant qu'il se fait tard, Cahorn annonce à Turan qu'il est temps pour lui d'y aller. Cahorn pose alors une pièce d'argent arabiane sur la table, expliquant à Turan quelle est la plus pure des pièces d'argent et qu'elle devrait couvrir le prix du repas. Turan accepte la pièce avec gratitude tout en souhaitant bonne chance à Cahorn pour sa traque. Cahorn dit à Turan de ne pas faire comme si c'était des adieux, car il repassera peut-être plusieurs fois pour s'incruster en chemin. Le lendemain matin, Turan se rend dans les champs pour rassembler ses moutons, l'air plus vivant que jamais. C'est compréhensible, puisque c'est la première fois qu'il rencontre un sorcier et qu'il a une conversation aussi agréable et naturelle. Turan avoue que Cahorn a plus d'humour que tous les adultes qu'il a croisés dans sa vie. La veille au soir, Cahorn était revenu avec du gibier qu'il avait chassé, et Turan en avait simplement conclu que c'était quelqu'un de bien. Turan avait toujours pensé que les chevaliers n'étaient que des chiens de chasse sans émotion au service de nobles arrogants. Turan se demande perplexe comment il va bien pouvoir dire à Cahorn qu'il n'y a plus de monstres sur la colline. Ce soir-là, on voit Cahorn inspecter la forêt. Il remarque les traces d'un combat, mais ne ressent aucune présence de monstre. Il aperçoit la pierre opportunément logée dans un arbre, au milieu d'autres arbres abattus, ce qui l'amène à se demander si le monstre n'a pas déjà été vaincu. En même temps, il est curieux de savoir qui l'aurait chassé, se demandant si le chef du village a confié la tâche à un autre sorcier que lui. Néanmoins, c'est un soulagement pour lui, car si quelqu'un a tué le monstre, la zone est déjà sécurisée, ce qui reste le plus important. Soudain, il sent une odeur étrange, et en se retournant, il voit le monstre léopard que Turan avait vaincu s'avancer vers lui. Cependant, les choses se compliquent, car le monstre cesse de transformer en spectre, et Cahorn panique, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un commette une telle erreur. Alors qu'il tente encore de comprendre la situation, le monstre l'attaque, le forçant à bondir en arrière. Apparemment, un monstre devient un spectre si on le tue sans absorber ni disperser le mana de son cadavre. C'est un fait bien connu parmi les sorciers, et il estime que tout le monde devrait le savoir. Le monstre fonce à nouveau sur lui, mais Cahorn saute en l'air pour esquiver l'attaque, confirmant que la personne ayant abattu le monstre est bel et bien un sorcier. Mais il ne comprend pas pourquoi il l'a laissé devenir un spectre. Il se demande si cette personne est un novice, mais il peine à y croire, car un novice ne pourrait jamais vaincre un monstre aussi puissant que ce léopard qu'il a devant lui. Ne comprenant pas pourquoi le monstre a été laissé à l'état de spectre, Cahorn en conclut simplement qu'il doit le détruire. Cahorn invoque une flèche magique et la tire sur le monstre, mais à sa grande surprise, son attaque est annulée. Cahorn est sous le choc, car cela signifie que le mana du monstre est plus puissant que le sien. Avant même de s'en rendre compte,
le monstre disparaît sous ses yeux, le plongeant dans la panique car il ignore totalement ce que la bête lui réserve. Soudain, le monstre surgit dans son dos et lui assène un violent coup de griffe. Cahorn esquive l'attaque de justesse mais se fait taillader, et c'est à ce moment qu'il réalise qu'il a affaire à un monstre qu'un simple chevalier ne peut pas vaincre. D'après son analyse, il faudrait au moins être un noble de rang inférieur pour avoir une chance. La sueur coule sur son visage tant il est terrifié, car tomber sur un tel monstre dans un village paumé est la dernière chose à laquelle il s'attendait. Vu la gravité de la situation, Cahorn conclut qu'il est fichu, mais il n'a aucune intention de mourir seul et prévoit d'emporter le monstre avec lui. Il commence à concentrer tout son mana dans sa main, avec l'intention de poignarder directement le monstre au moment où il lui sautera dessus. À cet instant, le monstre fait exactement ce qu'il a prévu, et Cahorn bondit lui aussi, prêt à se sacrifier pour l'abattre. Juste avant que le monstre ne l'atteigne, une puissante décharge magique surgit au loin et transperce la bête, la tuant d'un seul coup. L'expression de Cahorn montre à quel point il est soulagé. C'est alors qu'il entend une voix familière derrière lui demandant s'il va bien. Cahorn se retourne, sous le choc, ne revenant pas que Turan ait été un sorcier depuis le début. Turan le lui confirme, et Cahorn lui demande pourquoi il ne l'a pas dit. Turan reste muet face à cette question, alors Cahorn reformule, lui demandant pourquoi il l'a aidé alors qu'il aurait simplement pu s'en aller. Turan décide de lui donner sa raison. Et pour l'expliquer, il repense à la veille, lorsque Cahorn est revenu avec un animal sauvage qu'il avait chassé. Turan lui avait demandé pourquoi il jouait au héros alors qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent grâce à ses talents. Cahorn lui avait alors avoué que les villageois font de la peine, car ils vivent à la frontière sans aucune protection de base. Turan lui avait rappelé que ce n'était pas de sa faute, mais Cahorn lui avait répondu qu'il est un sorcier ayant hérité du pouvoir d'un dieu. Il estime donc qu'il est de son devoir de protéger les roturiers. Cahorn admet que tous les sorciers ne pensent pas comme lui, car chacun a sa propre vision des choses et sa propre façon de vivre. De retour dans le présent, Turan dit à Cahorn que chacun a sa propre façon de vivre, tout comme il le lui a dit cette nuit-là. Soudain, le monstre les attaque de nouveau, mais ils parviennent à s'écarter juste à temps. Cahorn dit alors à Turan qu'ils ne font pas le poids, car c'est un monstre qu'on ne peut affronter à moins d'être au moins un noble. Turan ordonne à Cahorn de partir et de prévenir immédiatement le chef du village pour qu'ils évacuent, pendant que lui tente de retenir le monstre. Au fond, Cahorn a peur de n'avoir aucune chance face au monstre, mais il n'a pas d'autre choix que de jouer son rôle. À cet instant, Turan lui dit de ne pas s'en faire, car si sa dernière attaque a touché sa cible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cahorn est choqué, car Turan sous-entend indirectement que sa dernière attaque n'était même pas à pleine puissance. Cela laisse Cahorn abasourdi, car Turan évolue dans la même cour que les nobles, voire même à un niveau supérieur. Cahorn regarde Turan commencer à absorber le mana dans l'air, se préparant à lancer une attaque dévastatrice. C'est à ce moment-là que Cahorn réalise qu'il se tient devant un sorcier ayant le pouvoir de renverser le monde. En même temps, Turan est prêt à se donner à fond parce qu'il est lui aussi curieux de connaître ses propres limites. Son mana débordant autour de lui, il parvient à rassembler assez de pierres pour s'en servir de projectiles contre le spectre. Cahorn lui dit alors qu'il ne le laissera pas affronter le spectre tout seul, car peu importe à quel point son talent est exceptionnel, le spectre est un adversaire sacrément coriace. Cahorn pense qu'ils doivent s'unir, mais il change immédiatement d'avis en voyant à quel point la première vague d'attaque de Turan est meurtrière. Il se rend compte qu'il ne ferait que le gêner, et que la seule chose qu'il puisse faire à ce moment-là est de faire éclore le talent de Turan. L'attaque de Turan déploie une force incroyable, mais quand la poussière retombe, le spectre est toujours là. Turan en est choqué, et Cahorn lui explique qu'on ne peut pas tuer un spectre avec des attaques physiques. Turan demande à Cahorn comment il est censé le tuer sans attaque physique, et celui-ci répond que la seule façon de l'éliminer est d'utiliser le feu ou la foudre. Turan suit le conseil de Cahorn et essaie de le brûler, mais cela ne fonctionne pas, et Cahorn lui fait savoir qu'il s'y prend mal. Cahorn n'arrive pas à croire que Turan ne connaisse même pas les bases de la magie, car pour appliquer le pouvoir d'un sorcier sur un autre être vivant, il est indispensable d'établir le bon processus. Cahorn commence à comprendre que c'est peut-être Turan qui a tué le monstre et l'a laissé se transformer en spectre. Le spectre continue de semer le chaos en essayant d'attraper Turan, mais il a enfin compris une vérité, à savoir que Turan n'a jamais absorbé de mana de sa vie. Cahorn dit alors à Turan de ne pas allumer le feu directement, mais qu'il doit d'abord le créer pour ensuite le projeter. Turan suit la suggestion de Cahorn et commence à générer des flammes dans la paume de sa main. Apparemment, il est normal pour un sorcier de créer du feu, mais le contrôler est le vrai problème car cela nécessite un entraînement spécial. Cependant, il est profondément choqué de voir Turan conjurer une boule de feu presque sans aucun effort. Turan déchaîne alors le feu sur le spectre, augmentant l'intensité à mesure que les flammes le touchent. Le spectre hurle de douleur, et Cahorn lui dit de continuer à injecter du mana dans le feu pour qu'il ne s'éteigne pas, car il doit réduire le spectre à néant. Turan maintient l'intensité tout en gardant une expression calme jusqu'à ce que le spectre soit réduit à l'état de squelette carbonisé, ce qui choque Cahorn car ils viennent de vaincre un adversaire redoutable. Cahorn est secoué de voir qu'un spectre qui aurait nécessité l'intervention d'un noble a été facilement vaincu par un berger des montagnes. Turan demande alors à Cahorn si c'est fini, et Cahorn lui dit d'absorber le mana d'abord s'il ne veut pas affronter un autre spectre de sitôt. Turan lui demande comment il est censé faire, et Cahorn explique qu'il doit s'imaginer en train d'aspirer quelque chose en lui. Turan acquiesce et tend la main pour faire ce qu'on lui dit.
À cet instant, le mana commence à quitter le corps du monstre pour pénétrer entièrement dans le sien. Kyorn prévient Turan qu'il va ressentir une sorte de plaisir, et Turan admet qu'il n'y croyait même pas au début. Kyorn se sent obligé de lui demander si c'est vraiment la première fois qu'il absorbe du mana, et Turan répond que oui. Il s'avère qu'après le premier éveil, le mana augmente lentement avec l'âge, et la meilleure façon de progresser est de tuer des monstres ou des sorciers pour absorber leur mana. Cependant, il est encore plus choquant que ce soit la première absorption de mana de Turan, et qu'il soit déjà capable de manier la magie à un tel niveau. Cela indique à Kaorn que le potentiel inné de Turan est d'un tout autre niveau. Soudain, Kaorn l'interpelle en l'appelant par son prénom et s'excuse pour son impolitesse avant de lui demander à quelle maison il appartient. Turan dit simplement à Kyorn de dégager son bras blessé d'abord, ce qui choque ce dernier. Il retourne chez Turan, et après avoir nettoyé le bras et appliqué un bandage, Kyorn s'excuse d'avoir stressé Turan. Cependant, Turan rappelle au vieil homme qui lui a déjà dit d'innombrables fois qu'il ne vient pas d'une famille noble, car il n'est qu'un berger qui ignore même l'identité de son père. Kyorn lui demande alors pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que lui est devenu berger. Kyorn assure à Turan qu'il n'a aucune intention de le rabaisser, mais il lui fait savoir que cela ne lui correspond pas du tout. Turan révèle que c'était le souhait de sa mère, expliquant à Kyorn qu'elle lui a dit que les nobles se contentent d'utiliser les sorciers avant de s'en débarrasser. Après avoir entendu cela, Kyorn dit à Turan que sa mère était sage. Turan est surpris car il s'attendait à ce que Kyorn qualifie sa mère de surprotectrice, mais Kyorn lui répète que sa mère était quelqu'un de sage. Il lui explique que les sorciers possèdent un grand pouvoir, et que cela entraîne inévitablement des conflits. Il raconte qu'il y a quelques années, une guerre majeure a éclaté entre de grandes maisons nobles, et c'était une guerre entre la maison arabiane, qu'il servait, et la grande maison Zahar. Il révèle que beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, car sur environ 3000 chevaliers arabianes, plus de 900 ont péri. Malheureusement, tous les proches de Kyorn faisaient partie des victimes. Kyorn mentionne ceux qui sont morts à la guerre, y compris sa femme bien-aimée et son fils. Kyorn confie qu'il est le seul survivant, c'est pourquoi sa mère avait raison dans une certaine mesure, car la vie d'un chevalier peut disparaître encore plus facilement et futilement que celle des roturiers. Cependant, il lui fait savoir que sa mère s'est trompée sur un point, à savoir son aptitude. Turan en est confus, et Kyorn explique qu'il est lui-même un chevalier de niveau moyen, mais que Turan a réussi à abattre un monstre dont il n'aurait pas pu venir à bout. Kyorn fait comprendre à Turan que son potentiel est digne de celui d'un noble, et non d'un simple chevalier. En fait, il lui révèle que ses aptitudes sont d'un niveau supérieur. Turan dit alors à Kaorn que sa mère lui avait dit que son père était chevalier, mais à ce stade, il pense déjà que c'est un mensonge. Cependant, Kyorn lui explique qu'il y a des enfants pires que des chevaliers nés de nobles, tout comme de formidables enfants au potentiel de nobles nés parmi les chevaliers. Kaorn conseille alors à Turan qu'il ferait mieux de quitter la colline. Et quand Turan lui demande pourquoi, il répond que les humains ont besoin de plus de nobles et de chevaliers. Apparemment, les humains ne sont pas encore les prédateurs suprêmes, car les autres races repoussées par les dieux guettent toujours une occasion de se soulever à nouveau. Au milieu de cette potentielle destruction, les nobles ne font que se faire la guerre entre eux. Kyorn dit à Turan que c'est exactement pour cela qu'ils ont encore besoin de nobles forts et bienveillants comme lui. Kyorn se dirige vers la porte et demande à Turan s'il se contente de vivre comme un berger. Turan prend un moment pour y réfléchir et demande à Kyorn ce qu'il peut bien gagner à descendre de la montagne, ce à quoi Kyorn répond que tout dépend de ce qu'il désire. Kyorn mentionne que tout, de la gloire à la famille, est difficile à obtenir, mais que cela ne dépend que de son imagination. En quittant la maison, Kyorn dit à Turan qu'il pourrait devenir un vagabond comme lui, tuant les monstres qui menacent les gens, ou un explorateur s'aventurant dans l'inconnu. En fait, il pourrait même se faire adopter par une maison noble et emprunter la voie du pouvoir. Turan suit Kyorn et lui donne raison, affirmant qu'il serait plus intéressant pour lui de découvrir le monde plutôt que de garder des moutons sur la colline. Turan admet que, pour la première fois, le monde extérieur attise sa curiosité. D'un autre côté, Kyorn lui dit qu'il crée peut-être déjà des attentes non désirées, mais il lui assure qu'il va le soutenir par tous les moyens possibles. C'est alors que Kyorn lui demande quelle est la capacité de sa lignée, mais Turan n'a pas la moindre idée de ce que cela signifie. Kyorn s'excuse de lui imposer tout ça, expliquant qu'il a complètement oublié le fait qu'il ne connaît rien à la magie. Kyorn révèle alors qu'une capacité de lignée est un trait que les nobles héritent de leurs ancêtres, l'effrayant. Il lui explique que c'est la possession d'une lignée qui distingue un chevalier d'un noble. Kyorn lui demande ensuite s'il y a eu un sort qui lui a semblé anormalement facile à lancer, ou s'il possède une capacité exceptionnelle qui ne requiert aucune magie. Turan révèle qu'il a un bon flair, et qu'il est aussi plutôt doué pour jeter des pierres. Kyorn lui fait savoir que son odorat peut être considéré comme une capacité de lignée, et que le lancer d'armes est également l'un des traits de la maison arabiane. Il lui précise que c'est un trait assez commun, mais Kyorn demande à Turan de lui en dire plus. Après avoir dévoilé toutes ses capacités, Turan remarque que l'expression de Kyorn a changé. Turan lui demande pourquoi, et Kyorn révèle qu'il a enfin deviné de quelle maison Turan se rapproche, et Turan lui demande de quelle maison il s'agit. D'une voix glaciale, il lui révèle qu'il s'agit de l'une des grandes familles, la maison Zahar, celle-là même qui a fait la guerre à la maison arabiane. Au moment où Turan entend cela, il comprend immédiatement le changement soudain sur le visage de Kyorn. Turan n'arrive pas à croire qu'il vient de la maison que Kyorn déteste tant.
Turan se demande ce qu'il peut bien dire à cet homme à ce moment précis. Il songe à s'excuser, mais il réalise que ce qui s'est passé est le résultat des actions de membres d'une famille qu'il n'a jamais rencontrée, ce qui veut dire que ce sont pratiquement des étrangers. Kyorn remarque l'expression d'inquiétude sur son visage et lui tapote l'épaule, lui disant de ne pas s'en faire pour ce qui s'est passé car il n'a pas participé à cette guerre. Au même moment, Turan tente de dire quelque chose, mais Kyorn lui explique que ce sont des histoires d'adultes. Il lui dit que s'il essaie de laver le sang par le sang, ils ne feront que se battre éternellement. Turan lui demande alors s'il ne regrette pas de lui avoir conseillé de descendre de la colline. Il admet que si Turan descend de la colline en quête de pouvoir, il finira inévitablement par rejoindre la famille Zahar, mais il assure à Turan qu'il a confiance en son bon fond. Turan n'a aucune idée de ce qu'il veut dire, et Kyorn précise qu'il parle de la bonté en lui, celle qui l'a poussé à le sauver du monstre. En plus de cela, Turan a révélé l'identité qu'il a cachée toute sa vie. Kyorn affirme qu'il est possible que si quelqu'un comme Turan accédait au pouvoir au sein de la famille Zahar, il pourrait empêcher qu'une nouvelle guerre terrible ne se reproduise. Kyorn se retourne alors pour partir, disant à Turan qu'il est inutile de trop y penser puisqu'il n'a même pas encore décidé s'il allait rejoindre la famille Zahar ou non. Turan l'arrête, lui annonçant que ses idées sont désormais claires et qu'il souhaite descendre de la montagne. Kyorn le félicite en disant qu'il a pris la bonne décision, mais Turan lui explique qu'il ne part pas tout de suite, l'informant qu'il descendra une fois la blessure de Kyorn guérie. Kyorn est surpris d'entendre cela, et admet que Turan est une bonne personne. Plus tard, Kyorn s'assoit pour expliquer toutes les bases à Turan, lui apprenant que pour utiliser la magie, il faut du mana, d'où eut son surnom de clé de l'omnipotence. Il précise à Turan que ce n'est pas un pouvoir véritablement omnipotent comme son nom l'indique, mais lui confirme que pour utiliser la magie, il lui faut le mana correspondant. Turan demande alors quel est le critère pour que le mana corresponde à la magie, et Kyorn l'informe que la difficulté de la magie est principalement déterminée par 3 facteurs. Le premier est la lignée, le deuxième est l'affinité, et le troisième est la causalité. Le premier, la lignée, est déterminé par le sang avec lequel on est, et cela s'applique à la plupart des nobles qui ne sont pas chevaliers. Il donne un exemple en expliquant qu'il serait difficile pour Turan de guérir ses blessures avec la magie, car il n'est pas issu de la lignée Revista du Sud, qui peut accomplir ce genre d'exploit même sans entraînement. Quant au deuxième, l'affinité, Kyorn dit que cela s'apparente plus ou moins à la familiarité. C'est le principe selon lequel un mage peut facilement accomplir des tâches qu'il préfère ou dont il a l'habitude. Par exemple, la façon dont il a créé une boule de feu comme s'il lançait une pierre, et Turan le confirme, en disant que s'il s'était contenté de générer des flammes, il n'aurait peut-être pas atteint cette vitesse ou cette puissance. Le dernier facteur est la causalité, mais il avoue ne pas entièrement la comprendre lui-même. Kyorn demande à Turan ce qui se passerait, selon lui, s'il essayait de le tuer directement en utilisant son mana, et Turan répond qu'une lumière brillerait autour de sa tête, et ce serait tout. Kyorn lui explique que c'est le phénomène exact qui se produit par manque de causalité. Il place sa main au-dessus d'une tasse sur la table, ce qui fait bouillonner son contenu. Il lui explique que ce genre de choses arrive lorsqu'il n'y a pas de cause appropriée pour le résultat souhaité et que l'objectif à atteindre est excessivement difficile. Turan répond alors qu'il a compris le principe car s'il voulait tuer Kyorn, il lui suffirait de fournir une cause de décès ressemblant à la création et au jet de flamme au lieu de dépenser du mana pour souhaiter sa mort. Turan suit le même processus en allumant un feu sur la tasse, tout en disant qu'il serait plus pratique de tuer Kyorn de cette façon, car créer et projeter du feu est plus naturel que d'en allumer indirectement. Kyorn est ravi de la façon dont Turan a su tout expliquer, et lui dit qu'il aurait pu devenir professeur au lieu de mage. Turan dit à Kyorn qu'il peut contrôler les animaux comme bon lui semble, mais veut savoir pourquoi les bêtes magiques ont besoin de causalité. Kyorn lui répond que c'est à cause de leur mana, et les deux poursuivent une longue et ennuyeuse conversation sur le fonctionnement de la magie. Finalement, Kyorn dit à Turan que la lignée Zahar possède aussi une magie spéciale, qui implique d'exceller dans la furtivité et l'attrait. Il suggère à Turan d'essayer, et ce dernier accepte. Turan fait le souhait de ne pas être vu, et à la grande surprise de Kyorn, Turan y parvient vraiment. Turan redevient visible, et un Kyorn inquiet lui dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ça, admettant que c'est une capacité effrayante. Il révèle à Turan que c'était la capacité que les chevaliers de la maison arabiane redoutaient le plus pendant la guerre. Cependant, Kyorn fait savoir à Turan que ce n'est pas invincible, même si ça semble très puissant. Kyorn dit alors à Turan qu'il va lui enseigner d'autres méthodes d'entraînement magique, poussant Turan à lui demander s'il n'apprend pas trop au mage d'une famille ennemie. Kyorn rappelle à Turan qu'il l'a soigné et sauvé, mais souligne aussi qu'il a confiance en sa nature. Plus tard, Turan redescend au village pour les informer de son intention de vendre les moutons et de partir. En fait, il a déjà fait ses affaires, et le chef du village panique, lui demandant pourquoi il prendrait une telle décision sans les consulter au préalable. Turan lui dit simplement de se débrouiller pour trouver un berger, estimant que ce qu'il fait de ses biens ne regarde personne. Cependant, il leur demande d'acheter les moutons à un prix équitable, car s'ils refusent, il les relâchera tous avant de partir. Turan ajoute qu'ils sont libres d'essayer de capturer les moutons par la suite, mais il est certain qu'ils auront beaucoup de mal à y parvenir. Le chef du village est frustré, mais il sait que Turan est un homme de parole et qu'il ne sert à rien de l'irriter. Le chef du village n'a pas d'autre choix que de payer pour les moutons, lui disant de faire ce qu'il veut. Après cela,
Kjorn et Turan se mettent en route, mais Turan se souvient soudain que les villageois doivent encore une compensation à Kjorn. Ce dernier lui fait savoir qu'il n'a aucune intention de réclamer cette prime puisque c'est Turan qui a abattu la bête. Peu de temps après, ils arrivent à une bifurcation, et Kjorn dit à Turan que c'est ici que leurs chemins se séparent. Il s'excuse de refuser sa proposition de voyager ensemble, car il se sent plus à l'aise seul. Turan le rassure en disant que ce n'est pas grave, et le remercie pour tout. Sur ce, les deux se font leurs adieux, et Turan lui dit qu'il espère qu'ils se reverront avec le sourire. Alors que Kjorn disparaît au loin, Turan prend enfin conscience du profond désir qu'il a toujours eu d'avoir une figure paternelle. Turan reprend alors son voyage. En traversant le désert, il aperçoit un groupe de personnes étranges au loin, se demandant s'il s'agit de marchands allant de village en village. Turan décide de s'en approcher pour leur demander son chemin. Le groupe pense d'abord que Turan essaie de les provoquer, mais il leur explique qu'il voyage seul et a besoin qu'on lui indique la ville la plus proche. L'homme au cache-œil lui dit alors de suivre la route d'où ils viennent, lui révélant qu'il atteindra une ville appelée Muret. Turan s'écarte alors du chemin en remerciant le groupe pour l'information. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, l'homme l'arrête, lui disant qu'il ne peut pas obtenir d'informations gratuitement et qu'il doit leur donner quelque chose en retour. Avant même que Turan ne s'en rende compte, le groupe l'a encerclé, et ils sont armés. C'est là qu'il comprend qu'il a affaire à des bandits. L'homme au cache-œil dit à Turan qu'ils sont dans des terres désolées où personne ne trouverait étrange de voir un cadavre. Il exhorte Turan à se débarrasser de ses affaires pendant qu'ils sont encore gentils, car le tuer ne ferait que leur donner plus de tracas. Turan choque alors les bandits en leur disant que, puisqu'ils sont des criminels qui tuent des gens, ils pourraient bien s'en servir pour s'entraîner. Le sourire maléfique sur son visage suffit à leur donner des frissons. Néanmoins, les bandits s'approchent de lui, persuadés qu'il ne fait que bluffer. Mais d'un simple geste de la main, Turan commande un vent qui les envoie valser. Turan est surpris en réalisant qu'il peut soulever un vent aussi puissant avec presque aucun mana. Les bandits gémissent au sol, se demandant ce qui vient de les frapper, et Turan sort sa gourde d'eau. Il tire de l'éau de la gourde et la façonne en flèche qu'il utilise pour transpercer le corps d'un bandit. Turan ne se sent pas totalement satisfait, car il estime que jeter des pierres est plus puissant et plus rapide. À ce moment-là, le chef des bandits comprend qu'ils sont foutus, et il commence à supplier Turan de les épargner. Il jure à Turan qu'ils lui donneront tout ce qu'il voudra, mais pendant qu'il supplie, les autres tentent d'attaquer Turan par derrière. Juste au moment où ils vont l'atteindre, Turan frappe le sol du pied pour créer des pics de sable qui les empalent tous, glaçant le sang du chef des bandits. Turan dit alors au type qu'il a une question pour lui, et ce dernier lui assure qu'il y répondra. Il lui demande pourquoi ils l'ont attaqué sans aucun plan, car comme ils ont pu le voir, il aurait très bien pu être un mage. Le chef des bandits répond que Turan a baissé la tête même lorsqu'il lui parlait de manière impolie. De plus, il s'est incliné en les saluant, alors ils ont simplement supposé qu'il était une personne ordinaire. Turan remercie le chef des bandits, lui disant que ses paroles viennent de lui apprendre quelque chose d'important. Le chef des bandits demande encore si Turan va lui laisser la vie sauve quand il lève les yeux et voit la mort s'abattre sur lui. Avant que Turan et Kjorn ne quittent la montagne, Kjorn avait dit à Turan de ne jamais faire preuve de pitié envers des ordures comme les bandits, car il n'hésite jamais à blesser autrui. Turan comprend qu'il ne peut pas épargner les bandits, car une vie sauvée par pitié pourrait finir par nuire à 10 innocents. Turan se prépare ensuite à partir, et il prend le même chemin d'où venaient les bandits. Cependant, en avançant, Turan ne peut s'empêcher de réaliser qu'il vient de tuer des gens. Même s'il ressentait une certaine culpabilité, il savait qu'il ne pouvait pas épargner les bandits, car Kjorn le lui avait explicitement déconseillé. Après avoir marché à travers les terres désolées et repensé sans cesse aux enseignements de Kjorn, Turan se retrouve enfin dans un nouveau monde. Il observe Den la petite ville de Muret, et dès son entrée dans la cité, il est époustouflé par la foule, car c'est la première fois qu'il voit autant de gens réunis au même endroit. Turan est stupéfait, car même l'architecture est totalement différente de celle de son village. Pour la première fois, Turan a vraiment le sentiment d'être arrivé dans une ville. Turan s'approche alors d'un marchand de fruits et le salue. L'homme suppose que Turan veut acheter quelque chose, mais Turan lui précise qu'il n'est pas un client. Il se souvient des paroles de Kjorn, qui lui avait conseillé de chercher une auberge dès qu'il arriverait dans une ville. Turan demande à l'homme de lui indiquer le chemin d'une auberge, mais le marchand de fruits le rembarre, lui disant de dégager puisqu'il n'achète rien. Turan se demande pourquoi l'homme se montre si impoli, ignorant s'il est de règle d'acheter des fruits avant de poser une question. Turan montre alors une pomme du doigt et en demande le prix. Le vendeur révèle que ça coûte 2 dupais, et Turan sort 2 pièces, ce qui indique immédiatement au marchand que Turan est un étranger. Néanmoins, il lui fait savoir qu'il peut aussi payer avec d'autres pièces. Au moment de le payer, Turan lui demande où il peut trouver une auberge, et l'homme lui dit de continuer tout droit sur la route derrière la boutique de K puis de tourner à gauche. Il précise que c'est le bâtiment au toit bleu, et que c'est la plus grande auberge de la ville. En suivant les indications du type, Turan arrive à l'auberge, où il est accueilli par Lina, une employée. Turan demande le prix pour une nuit, et la jeune femme lui répond que c'est 16 dupais. Turan accepte de payer, mais dit à la jeune femme qu'il y a autre chose qui l'intrigue. Il lui demande s'il y a un monstre dans les environs avec une prime sur sa tête. Lina est d'abord confuse par la question, mais Turan demande cela car il doit tuer des monstres et absorber leur mana. De plus, selon Kjorn, chasser des monstres lui rapporterait pas mal d'argent.
Turan remarque que Lina ne répond pas et lui demande pourquoi. Elle lui répond que rien n'est gratuit dans ce monde. Et après l'avoir rendue heureuse, elle lui dit de se rendre à l'hôtel de ville, mais Turan n'a aucune idée de ce que c'est. Lina lui explique que c'est là qu'on gère diverses affaires publiques, et que les fonctionnaires qui y travaillent sont employés par le seigneur de la ville. Cependant, elle lui fait savoir que c'est sûrement fermé vu l'heure tardive. Toutefois, elle lui dit d'y aller le lendemain, car c'est là qu'il pourra trouver des primes de monstres. Lina lui demande alors s'il est chasseur de monstres, mais Turan n'a aucune idée de ce que ça signifie. Lina explique qu'il y a un dicton disant que si une personne ordinaire chasse des monstres, elle devient un mage, et elle suppose que Turan essaie d'en devenir un. Juste à ce moment-là, un type étrange, Madan, qui est chasseur de monstres, apparaît derrière Turan en lui disant que ce que Lina vient de dire est un fait, car il l'a vu de ses propres yeux. Il semble que Lina et Madan se connaissent bien, et elle est surprise de le voir encore en vie. Madan se vante de lui avoir déjà dit qu'il ne mourrait pas avant d'être devenu un mage. Turan devient curieux à propos des paroles de Madan, et lui demande s'il peut lui en dire plus. Madan explique que puisque les mages deviennent plus forts en tuant des monstres, le même principe s'applique à une personne ordinaire qui tue un monstre, ce qui signifie qu'elle peut devenir un mage. Madan révèle que lui et son équipe chassent des monstres pour devenir des mages. Turan leur demande avec enthousiasme si l'un d'entre eux est déjà un mage, mais Madan répond que non. Il mentionne que dans la ville, il n'y a que le mage du seigneur et 3 autres sous ses ordres. Puisque Turan a dit qu'il chassait des monstres, Madan le réprimande, lui disant que son équipement est bien trop miteux et qu'il n'a même pas d'armes. Cependant, Turan lui fait savoir que c'est le cas et sort sa fronde. Madan est impressionné par l'usure de la fronde, car cela prouve que Turan s'en est beaucoup servi. Turan l'admet, et expliquant qu'elle est pratique pour tirer rapidement un projectile de la taille d'un œuf. Madan dit alors à Turan qu'il peut chasser des monstres renards ou des monstres lapins avec cette fronde. Madan mentionne leur désir d'ajouter un tireur de plus à leur équipe, et lui demande s'il est intéressé pour chasser avec eux. Comme prévu, Turan décline humblement l'offre, mais remercie le type pour sa proposition. Plus tard dans la nuit, Turan se retire dans sa chambre en repensant au chaos de la journée. Il se demande ce que l'avenir lui réserve, car il ne pensait pas quitter un jour le village. Turan s'amuse avec sa magie quand ses sens lui indiquent que quelqu'un approche. Il se lève de son lit et demande sèchement qui est derrière la porte. Kaorn lui avait bien dit de ne jamais baisser la garde, même dans une auberge, car être en ville ne garantit pas la sécurité. Turan se prépare donc à une attaque en s'avançant pour ouvrir la porte. À sa grande surprise, c'est Lina qui se tient là, lui posant des questions stupides comme s'il dormait. Lina dit à Turan qu'elle est là pour le réchauffer, pensant qu'il ferait froid dans sa chambre. Turan est complètement confus et lui demande ce qu'elle veut dire par là. Lina touche sa poitrine, montrant qu'elle voulait dire exactement ce qu'elle a dit, mais Turan reste perplexe. Lina lui annonce alors qu'elle est prête à faire ce qu'il veut pour un peu d'argent, et Turan lui demande ce qui se passe s'il ne veut rien. Lina attrape Turan par les épaules et lui dit de ne pas mentir, car ça se voit sur son visage. L'expression de Turan devient immédiatement glaciale, se rappelant l'avertissement de Kaorn de ne pas s'approcher des filles d'auberge qui sont souvent porteuses de maladies. Bien que les sorciers résistent aux maladies, le problème est qu'ils pourraient la transmettre à une autre femme s'il ne fait pas attention. Kaorn avait dit à Turan de ne pas laisser ses désirs le piéger dans des situations qu'il regretterait. Turan finit par repousser Lina, et elle s'en va furieuse. Turan commence à réaliser que la vie en ville est bien compliquée, entre son altercation avec le marchand de fruits et cette affaire avec Lina. Turan retourne au lit en songeant au fait qu'il mette un prix sur chaque petite chose, ce qui lui prouve que les villes sont vraiment cruelles. Pendant ce temps, un des hommes de Madan lui demande pourquoi il voulait recruter Turan plus tôt, puisqu'il ne paie pas de mine. L'un d'eux ajoute même que Turan a la langue bien pendue et qu'il ferait un excellent appât à monstre. Madan répond à ses camarades que Turan lui rappelle comment il était dans sa jeunesse. Apparemment, Madan s'inquiétait du type d'arme que Turan utilisait pour chasser. Madan veut que Turan reste à ses côtés pour lui permettre de vivre au moins un peu plus longtemps. Ces hommes n'arrivent pas à croire à la bonté de leur chef, et sans qu'ils le sachent, Turan peut tout entendre depuis sa chambre. Il esquisse un léger sourire en entendant cela, réalisant que la ville n'est peut-être pas aussi froide qu'il le pensait. Le lendemain matin, Turan se rend au hall où il tombe sur un fonctionnaire désagréable. Il lui annonce qu'il veut chasser des monstres, mais l'expression et le silence de l'homme rappellent à Turan que le monde ne sera pas clément avec lui, comme l'avait dit Kiorn. Turan avait demandé à Kiorn pourquoi le monde ne serait pas clément, et Kiorn avait répondu qu'il n'avait aucune raison de l'être. Il avait expliqué à Turan que la seule façon de se faire respecter est de révéler qu'il est un sorcier, car cela forcerait les gens ordinaires à baisser la tête. Le fonctionnaire lui tend alors un livre, lui disant d'y jeter un œil avant de le rendre. Turan se rend compte qu'il s'agit d'un monstre corbeau, et l'homme l'incite à rapporter le cadavre s'il parvient à le tuer. L'homme lui précise que tuer le monstre sans absorber son mana le transformera en spectre, mais Turan le sait déjà. Le fonctionnaire l'avertit que la peine pour ce délit, selon les lois de la ville, est l'exécution. Turan demande alors si les chevaliers ne chassent pas les monstres, et l'homme répond qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. En gros, le rôle d'un chevalier est de maintenir l'ordre en ville, tandis que chasser les monstres à l'extérieur est réservé aux gens comme Turan. Turan ignore l'impolitesse du type et part chasser le monstre, alors que le fonctionnaire est persuadé qu'il va tout bonnement se faire tuer. Peu de temps après, Turan revient avec le monstre corbeau percé d'un énorme trou dans le torse, laissant les fonctionnaires sous le choc.
Ils sont encore plus surpris que Turan ait pu ramener le cadavre du monstre aussi vite. Il lui demande s'il a agi seul, et il répond par l'affirmative. Et au lieu de discuter avec eux, Turan réclame simplement sa prime. L'un d'eux se précipite au comptoir pour prendre l'argent, et en le remettant à Turan, il lui suggère de se reposer car il doit être épuisé. Les fonctionnaires sont complètement dépassés, car Turan a abattu le monstre d'une façon si nette que presque tout est intact. C'est alors que le fonctionnaire qui l'avait reçu plus tôt remarque que Turan n'est pas encore parti. Il lui demande pourquoi il est toujours là, et Turan veut savoir s'il reste d'autres monstres qui valent la peine d'être chassés. Les fonctionnaires sont abasourdis en entendant cela, n'arrivant pas à croire que Turan ait encore la force de traquer d'autres monstres. 3 jours plus tard, Turan a déjà terrassé 30 monstres, et Lina lui a servi le meilleur plat de leur menu. Lina glisse qu'elle est sûre qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais Turan lui fait comprendre que l'argent n'est pas son seul but. Au fond, ce qu'il cherche, c'est le mana des monstres, et grâce à ses proies, sa puissance n'a fait que croître. Turan constate que son mana a considérablement augmenté depuis sa rencontre avec Kjorn. Cependant, il sait que le mana des monstres faible a ses limites pour le rendre plus fort. Quelques instants plus tard, Turan a terminé son assiette, croyant même que quelqu'un a partagé son repas, mais on lui certifie qu'il a tout dévoré tout seul. Turan complimente le chef pour ce repas délicieux, et ce dernier accepte l'éloge en promettant de faire encore mieux la prochaine fois. Turan s'apprête à regagner sa chambre quand il est agrippé par derrière par un des sbires de Madan, qui exige de l'argent après avoir entendu qu'il en gagnait beaucoup ces temps-ci. Turan ne discute pas et lui assène une gifle monumentale, le laissant sous le choc avec ses amis. L'ami du type tente de riposter en balançant un coup de poing à Turan, mais il l'esquive sans effort et le frappe en plein visage. Le premier type fonce sur Turan avec un tabouret, mais Turan bloque facilement l'attaque avant de l'envoyer valser d'une chiquenaude sur le crâne. Lina hurle alors sur le groupe, leur interdisant de se battre dans l'auberge. Plus tard, Madan se présente à la porte de Turan en s'inclinant pour s'excuser de l'incident, lui affirmant qu'il a déjà recadré les 2 coupables et que cela ne se reproduira plus. Madan explique que le groupe a eu du mal financièrement ces derniers temps, et qu'ils ont dû être jaloux des sommes astronomiques que gagne Turan. Madan hurle sur les 2 hommes pour qu'ils s'excusent, et ils obéissent aux ordres de leur chef. Turan demande alors à Madan si les choses sont si difficiles, et il avoue que dans 3 jours, ils ne pourront même plus payer leur chambre. À ce moment-là, Turan lui tend une bourse remplie de pièces, choquant Madan qui lui demande pourquoi il leur donne cet argent. Turan lui répond que c'est pour rembourser sa bonté lorsqu'il s'est inquiété pour lui et qu'il a voulu l'intégrer à son groupe. Madan est stupéfait en entendant cela et demande à Turan comment il est au courant, mais celui-ci ignore la question. Toutefois, Turan rappelle à Madan que rien n'est gratuit et lui demande des informations en échange. Avec un grand sourire, Madan assure à Turan qu'il va lui dire tout ce qu'il sait, car les informations, c'est sa spécialité. Le lendemain, Turan part chasser pour ce qu'il pense être sa dernière fois dans cette ville, car Madan lui a déjà donné des informations sur la ville suivante, et il est temps pour lui de partir. Il s'avère que Madan lui a fourni de très bons renseignements, et il semble que Madan soit aussi un homme bien. Même s'il n'est pas aussi expérimenté que Kjorn, cela le rend plus pur et plus bienveillant. Soudain, Turan capte une odeur puissante et se précipite dans cette direction, espérant que ce ne soit pas ce qu'il imagine. Turan arrive à l'endroit d'où provient l'odeur, qui n'est autre que celle du sang. Pire encore, il retrouve le type avec qui il s'est battu la veille, le corps en sang. Comme si cela ne suffisait pas, il se retourne et découvre le cadavre de Madan sur le sol, se demandant bien ce qui a pu se passer. C'est alors qu'un des membres de l'équipe qui n'est pas encore mort, parvient à murmurer que c'était un monstre lapin. Turan se retourne pour voir le coupable le fixer, et d'un coup, le lapin bondit sur lui à une vitesse fulgurante. Turan manque de se faire toucher mais parvient à esquiver l'attaque à la dernière seconde. Turan dégaine alors sa fronde et lance une pierre sur le lapin, mais à sa grande surprise, la bête esquive le projectile. Turan comprend alors que le lapin a déjà l'habitude de se défendre contre les attaques à distance. Le lapin fond de nouveau sur Turan, mais cette fois-ci, Turan devient invisible, laissant la créature complètement désorientée. Avant même que le lapin ne s'en rende compte, Turan apparaît dans son dos et lui plante une dague dans le cou. Cependant, le lapin parvient à lancer une contre-attaque qui projette Turan en arrière. Le lapin ne perd pas une seconde avant de revenir à la charge, forçant Turan à se rendre invisible une nouvelle fois. Furieux, le monstre commence à tout saccager là où il pense que Turan se cache, tranchant les arbres sur son passage comme des fétus de paille. Après avoir épuisé ses forces, il pousse un hurlement strident avant de mourir vidé de son sang. Une fois le monstre mort, Turan absorbe son mana, et il remarque alors que la quantité de mana absorbée est bien différente. En fait, c'est bien plus que le monstre léopard qu'il avait affronté au village. C'est à ce moment que le dernier homme de l'équipe, celui qu'il avait prévenu pour le lapin, exprime son choc de découvrir que Turan est un sorcier. Turan le confirme, et l'homme lui demande pourquoi il cache son identité. Turan ignore la question et lui demande si l'on de la famille à qui il pourrait remettre leurs affaires. L'homme répond tristement par la négative, ce qui rappelle à Turan la nuit précédente, quand Madan lui parlait de la grande ville voisine nommée Orem. Apparemment, Orem possède une bibliothèque contenant des milliers d'ouvrages, mais n'importe qui ne peut pas y entrer, car elle est réservée aux sorciers. Après avoir enterré le groupe, Turan prend la décision de se rendre enfin à Orem, et il souhaite un repos paisible à Madan en s'éloignant.
À son arrivée à Orem, Turan comprend enfin pourquoi Muret était considéré comme une petite ville, car Orem pourrait littéralement l'engloutir. Aux portes de la ville, il est même surpris de voir la foule innombrable de gens qui tentent d'y entrer. Turan se demande si les gardes filtrent les criminels, mais cela ne l'étonne pas plus que ça, après tout, c'est une grande métropole. Alors qu'il s'apprête à entrer, l'un des gardes l'arrête, lui disant que l'accès lui est refusé car il n'a jamais vu quelqu'un porter des vêtements aussi crasseux. Le garde suggère à Turan d'aller se mettre à l'abri et de se dépoussiérer un peu. Plus tard, Turan réussit à pénétrer dans la ville et se dirige vers l'immense bibliothèque, qui le laisse complètement ébahi. Vu son immensité, Turan en conclut qu'elle a forcément été bâtie grâce à la magie. À l'entrée, il est arrêté par les gardes qui lui annoncent que la bibliothèque est strictement réservée aux sorciers. Turan répond qu'il est un sorcier, mais cela énerve les gardes qui croient qu'il est un imposteur. L'un d'eux tend la main vers Turan, et il ressent soudainement quelque chose d'étrange dans sa main. Apparemment, Kjorn avait dit à Turan que les sorciers se reconnaissent entre eux car en ressentant le mana d'une autre personne, ils peuvent même savoir si elle est plus forte qu'eux. Le type manque de se faire écraser par la force écrasante de Turan, à tel point qu'il tombe même par terre, forçant son collègue à lui demander ce qui ne va pas. Le type assure à son collègue qu'il va bien, mais au fond, il réalise que Turan n'est pas un sorcier ordinaire car il est au moins de rang noble ou supérieur. Le type se relève immédiatement pour se présenter comme Kenya, un chevalier de la maison Valta. Kenya demande à Turan de quelle maison il vient, et Turan exige de savoir s'il doit le dire avant d'entrer. Kenya répond que non, révélant que pour utiliser la bibliothèque, il aura besoin de la permission du maître des Valta. Kenya révèle ensuite qu'il va contacter la maison Valta. Avant que Turan ne s'en rende compte, ce qu'il pensait être une simple formalité l'a déjà conduit au manoir des Valta. Il est emmené dans un grand bassin où des servantes s'occupent de lui en lui lavant le corps. Quand il finit par se sentir mal à l'aise, il leur dit d'arrêter, en demandant s'il peut se laver tout seul. Les servantes lui disent alors qu'elles seront punies si elles ne s'occupent pas correctement d'un invité de marque. Pour éviter de leur causer des problèmes, Turan leur dit de faire ce qu'elles veulent. Une fois qu'elles ont terminé et que Turan porte les beaux vêtements qu'on lui a donnés, même les servantes sont en admiration devant sa beauté. Elles le supplient de leur pardonner, mais il leur assure qu'il n'y a rien à pardonner. Cependant, les servantes le supplient d'arrêter de leur parler de manière si familière, et Turan n'arrive pas à croire ce qui se passe. Plus tard, Turan rencontre la jeune demoiselle malpolie de la maison, une fille rousse, Azla. Azla demande à Turan de quelle maison il vient, et Turan répond que pour des raisons personnelles, c'est difficile pour lui de le dire. Azla est surprise par cela, et au fond d'elle, elle pense déjà à une mauvaise blague puisque Turan cache son identité. Azla libère soudainement son mana tout en disant à Turan de faire de même. Turan fait ce qu'on lui dit, et tandis que Azla dégage une aura jaune de son corps, Turan libère une aura bleue. Leur présence est si écrasante que ceux qui sont dans la pièce sont forcés de baisser la tête. Après cette démonstration de force, Azla félicite Turan avant de lui dire subtilement de l'épouser. Comme d'habitude, l'expression de Turan devient glaciale sous le choc et la confusion. Même le majordome des Azla est forcé de lui dire d'arrêter de dire des choses inutiles. Azla essaie de limiter les dégâts en disant que c'était une blague, mais se tourne ensuite vers Turan en lui disant d'y réfléchir quand même. Une fois Azla parti, Turan regarde ses doigts et s'aperçoit qu'il tremble. Il se rend compte que le mana des Azla est en fait comparable au sien. Quelques instants plus tard, il se rend au bureau du patriarche où il rencontre le chef de la famille, Rug Valta. Après les présentations, Rug dit qu'il est au courant du besoin de Turan d'utiliser la bibliothèque, et lui fait savoir qu'il n'y a pas de magie ancienne extraordinaire à l'intérieur. En fait, il lui explique qu'il n'y a aucune méthode secrète pour augmenter son mana, mais Turan l'assure que cela lui convient car il n'a jamais cherché ce genre de choses. Rug dit alors à Turan qu'il ne l'arrêtera pas puisqu'il le veut toujours, et révèle qu'il n'y a rien dans la bibliothèque qui soit considéré comme une information confidentielle liée à leur maison. Vu qu'il se fait tard, Rug dit à Turan de revenir le lendemain, et Turan lui assure qu'il n'oubliera pas sa gentillesse. Le lendemain, les gardes saluent Turan avec un profond respect après avoir confirmé son laissez-passer pour la bibliothèque. Turan entre dans la bibliothèque, et il est complètement époustouflé par la taille et la magnificence des lieux. Il est toujours en train de regarder autour de lui quand un petit garçon apparaît à ses côtés, lui souhaitant la bienvenue à la bibliothèque tout en révélant qu'il est le bibliothécaire. Il dit à Turan qu'il va maintenant lui expliquer les règles de la bibliothèque. Au fond de lui, Turan est sous le choc car il ne s'attendait pas à ce qu'un jeune enfant soit bibliothécaire. Il lui dit que la première règle est qu'il ne peut rien endommager, car s'il le fait, il devra payer pour les dégâts. Deuxièmement, il n'est pas autorisé à sortir le moindre livre de la bibliothèque. Il ajoute ensuite qu'il va le surveiller pendant qu'il utilise la bibliothèque, mais Turan le prie de garder ses distances quand il lit pour ne pas se sentir mal à l'aise. Puisque le petit garçon est bibliothécaire, Turan lui demande s'il lit aussi les livres de la bibliothèque, et il confirme, disant à Turan qu'il peut l'aider à trouver n'importe quel sujet qui l'intéresse. Le bibliothécaire demande à Turan s'il veut de la romance ou de l'histoire, mais Turan lui répond simplement qu'il veut acquérir des connaissances générales sur le monde. Peu de temps après, le bibliothécaire apporte un tas de livres à Turan, lui disant que ces livres ont des centaines d'années et qu'il pense qu'ils ne correspondront pas vraiment à ce qu'il cherche. Il lui donne ensuite une autre série de livres en lui disant qu'il devrait l'aider. Turan le remercie pour son aide, et il est émerveillé par la qualité incroyable des livres.
Turan ouvre une page, et c'est comme s'il était accueilli au paradis tant ce qu'il y lit est incroyable. Turan tombe immédiatement amoureux de la lecture, et il répète la même routine chaque jour. Grâce à cela, Turan parvient à comprendre la géographie du monde, les différentes races qui le peuplent et l'étiquette des sorciers. En fait, il en apprend même sur la façon dont divers objets ont été fabriqués et transformés. Avec chaque bribe de savoir qu'il accumulait, son monde, qui n'était qu'un espace inconnu, devenait plus clair et plus vivant pour lui. Quelques jours plus tard, Rug invite Turan dans son bureau car il a entendu dire que Turan faisait un très bon usage de la bibliothèque. Rug dit à Turan qu'au-delà du fait de le traiter comme un noble, lui permettre d'utiliser la bibliothèque est aussi un acte de bonne volonté. L'homme dit ensuite à Turan qu'il aimerait être payé pour cette bonne volonté, et Turan lui demande de révéler ce dont il a besoin. Rug mentionne qu'un monstre est apparu au nord de la ville et qu'il attaque les voyageurs. Turan lui demande s'il veut qu'il le traque, et Rug mentionne que 4 chevaliers sont déjà partis le chasser, mais qu'ils ne sont jamais revenus. Cette fois-ci, il veut qu'un noble s'en charge, mais la maison Valta ne peut mobiliser que 2 personnes en ce moment. Turan n'est pas totalement mécontent car protéger le peuple est le devoir des sorciers, mais il sent que quelque chose cloche. Rug poursuit en disant que la route du nord a été bloquée, que c'est une importante voie commerciale pour la ville et que c'est comme ça depuis 10 jours. Quand Turan entend cela, il réalise que le problème existait déjà avant même son arrivée en ville, et c'est pour ça qu'il l'a si facilement laissé utiliser la bibliothèque. Peu après, le groupe partant pour la chasse se prépare à quitter le château, et Azla en fait partie. Azla se plaint du manque d'assurance de son père pour avoir envoyé Turan avec eux. Un autre membre de la famille fait également partie du groupe, Marvin Valta. Alors qu'il s'avance dans la forêt, Marvin demande à Turan s'il est intéressé par Azla, mais Turan répond par la négative, et Marvin réplique que c'est un grand soulagement. Quelques instants plus tard, il trouve une calèche détruite, l'œuvre du monstre qu'il traque. Les soldats inspectent les environs, mais Turan est le premier à comprendre ce qui se passe réellement. Il dit au groupe que le monstre qu'il poursuit est un singe, et Azla est curieuse de savoir comment il en est arrivé à cette conclusion. Turan montre l'empreinte de main au loin, et révèle que le singe a dû attaquer les occupants de la calèche avant de retourner dans la forêt. Turan leur dit qu'ils devraient pouvoir trouver le singe s'ils suivent sa piste. Azla révèle qu'elle ne possède pas ce genre de magie, et Marvin non plus. Turan intervient alors, disant qu'il va essayer d'y jeter un œil. Azla est surprise lorsqu'elle réalise à quelle lignée appartient Turan, et celui-ci ramasse un bout de tissu dans les débris pour se verrouiller sur le singe. Turan sent d'où provient le mana, et il pointe dans la direction qu'ils doivent prendre. Peu de temps après, ils arrivent à un ruisseau où la piste s'arrête. Il leur dit que le monstre a dû se laver dans les eaux, et Azla est choqué d'apprendre qu'une simple bête est capable de faire ça pour éviter d'être traqué. Turan essaie de les calmer, en leur disant qu'ils cessent peut-être laver simplement parce qu'il en avait envie. Soudain, Turan capte à nouveau cette odeur et hurle, leur disant que le monstre est derrière eux. Comme il le disait, le monstre surgit dans leur dos, et il a l'air terrifiant. Comme si ça ne suffisait pas, le singe leur lance des pierres. Celles-ci volent à une vitesse folle en fauchant les chevaliers, mais Turan parvient à esquiver l'attaque. Étonnamment, il remarque que Azla et Marvin se sont servis de 2 chevaliers comme boucliers au lieu d'essayer d'esquiver l'attaque. Turan est extrêmement déçu et se rend compte que sa mère n'avait pas du tout tort. Le monstre se retourne pour tenter de s'enfuir, mais Azla ordonne aux chevaliers de le poursuivre. Au moment où ils sont sur le point de perdre le singe, une pierre projetée à une vitesse fulgurante frôle la tête des Azla, traverse la formation des chevaliers avant de transpercer le corps du monstre, le jetant au sol. Azla et Marvin se retournent sous le choc, seulement pour voir que c'est Turan qui a lancé la pierre sur le singe avec son lance-pierre. Le monstre étant neutralisé, Azla déchaîne sa magie de boule de feu sur lui, le calcinant avec une puissance de feu écrasante qui réchauffe presque tout l'écosystème. Turan, de son côté, est impressionné de comprendre enfin la lignée de la maison Valta, qui est celle des pyromanes. Une fois qu'elle a fini de retirer le singe, Azla admet qu'elle a ressenti de la peur quand la pierre s'est dirigée vers eux. Pendant que Azla et Marvin s'occupent à se chamailler, les chevaliers blessés hurlent à l'aide. Azla les réprimande, leur disant d'arrêter de pleurnicher. Il y a même un type dont le bras entier a été arraché, forçant l'équipe à commencer à prodiguer les premiers soins aux chevaliers blessés. Turan, en revanche, est soulagé qu'il n'y ait aucune perte humaine. Et même si c'était une attaque surprise, il estime qu'il aurait pu éviter des blessures graves. Il est presque sûr que Marvin et Azla sont plus forts que les chevaliers, mais ils ont quand même utilisé des personnes plus faibles qu'eux comme boucliers. Marvin remarque l'expression étrange sur le visage de Turan et lui demande quel est le problème, mais Turan lui répond que ce n'est rien. Azla dit alors à Turan qu'il est invité à absorber du mana avec eux. Turan accepte, et le trio entoure le singe pour commencer à absorber le mana. Apparemment, Turan avait lu dans un livre que même si plusieurs personnes absorbent du mana en même temps, le degré d'amélioration ne diminue pas. Peu de temps après, Marvin et Azla s'arrêtent car ils ont déjà atteint leurs limites. Mais à leur grande surprise, Turan est encore en train d'absorber du mana. Azla comprend enfin pourquoi son père lui a dit de les suivre, car son niveau de maîtrise des sorts et sa capacité de mana rivalisent même avec les siens. En fait, c'est d'autant plus surprenant que Turan est un noble qui n'a même pas encore atteint sa limite de croissance. Plus tard, le groupe retourne au château, et Marvin félicite Turan, lui disant que c'est grâce à lui qu'ils ont pu vaincre le monstre. Cependant, Turan essaie de rester humble,
disant que ce n'était rien d'extraordinaire. En fait, il regrette de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, laissant au monstre l'occasion de frapper le premier. De plus, Turan ne pensait pas que le monstre posséderait aussi une capacité de détection. Ils sont surpris d'entendre ça, et Turan leur explique que différentes capacités s'éveillent en fonction des traits physiques du monstre. Il leur fait remarquer que le singe qui l'ont tué avait de grandes mains et de grands yeux, ce qui ne ressemble pas à sa forme d'origine. Turan pense que le singe a probablement éveillé la capacité de lancer des objets avec une grande force et celle de voir très loin ou à travers la forêt. Marvin est époustouflé par les connaissances de Turan sur le sujet, et Turan précise qu'il a consulté une encyclopédie des monstres à la bibliothèque. Marvin en est surpris, car personne ne va à la bibliothèque, jugée trop ennuyeuse. Azla avoue y être allée une fois il y a longtemps par curiosité, mais que c'était rempli de livres compliqués. Alors elle est partie sans même en avoir lu la moitié d'un. Turan leur dit alors que la prochaine fois qu'ils en auront l'occasion, ils devraient demander au bibliothécaire s'il y a des livres faciles à lire. Azla est perplexe quand Turan parle d'un bibliothécaire, car elle ne savait pas qu'il y en avait un. Plus tard, Turan se rend à la bibliothèque, et le bibliothécaire l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Face à lui, Turan se rend compte de son erreur, car le gars n'a pas vraiment l'air d'un bibliothécaire. Turan demande soudain au bibliothécaire comment il connaît son nom, ce qui le choque. Comprenant qu'il a été démasqué, il révèle l'avoir appris grâce au permis de Turan. Il mentionne que tant que c'est dans les environs, il peut tout voir à l'intérieur du bâtiment. Turan lui demande alors comment il doit l'appeler, et il répond qu'il n'a pas de nom, donc il peut l'appeler comme il veut. Puisqu'il n'a pas de nom précis, il décide de l'appeler simplement le bibliothécaire, et ce dernier rend la situation encore plus gênante avec ses propos d'adulte. Turan lui demande s'il vient de l'Ancien Empire, et il répond qu'il n'a jamais été une personne pour commencer. Il mentionne qu'il est en fait un esprit, révélant que la bibliothèque et lui ne font qu'un. Il ajoute que sa forme actuelle n'est qu'un moyen de communication basé sur les préférences de l'utilisateur. Turan le contredit, affirmant que sa forme actuelle n'a rien à voir avec ses préférences. Le bibliothécaire refuse de l'admettre, disant qu'il est le reflet de ce que Turan souhaite voir. Turan le confirme alors en touchant le bibliothécaire, et il se rend compte que sa main passe à travers très facilement. Le bibliothécaire avoue que c'est frustrant de ne pas pouvoir utiliser la force physique sur les usagers de la bibliothèque, car s'il le pouvait, il aurait puni tous ceux qui en ont sorti des livres. Turan comprend facilement que personne ne connaît son existence, et il répond que jusqu'à ce moment, personne n'avait les qualifications requises pour le percevoir. Il mentionne que son créateur l'a conçu de manière à ce que seuls ceux dépassant un certain niveau puissent le voir. Ce qui signifie en gros que Turan est le seul à pouvoir le voir. Turan lui demande ce qu'il entend par là, et il lui explique qu'il parle de lignée. Turan le presse alors de lui parler de cette lignée, et le bibliothécaire le taquine en lui disant de demander à ses parents. Turan se voit forcé de lui dire qu'il est orphelin, et le bibliothécaire décide alors de vérifier pour lui. Cependant, il a besoin de son consentement pour examiner son corps, ce que Turan accepte nerveusement. Le bibliothécaire enfonce sa main dans son corps et révèle ce que Turan sait déjà sur les lignées de traqueurs et de chasseurs, qui sont des traits de la maison Zar. Soudain, il révèle qu'il y en a une de plus, et qu'elle est métissée. Il révèle que Turan est le fruit de deux personnes aux lignées différentes. Turan lui demande quelle est l'autre lignée, et il admet qu'il l'ignore car elle est encore verrouillée. Apparemment, une lignée verrouillée n'est pas si rare dans les combinaisons de lignées, précisant à Turan qu'elle s'ouvrira naturellement à mesure qu'il deviendra plus fort. Turan confirme enfin ce qu'il soupçonnait, sa mère était bien trop éduquée pour être une roturière, et il y a de fortes chances qu'elle ait été la descendante d'un noble. Turan remercie alors le bibliothécaire pour son aide, lui disant qu'il lui est reconnaissant, mais ce dernier lui suggère de rester un mois de plus s'il l'est vraiment. Après cela, Turan a continué à fréquenter la bibliothèque, mais le bibliothécaire restait toujours à ses côtés. Turan lui demande des explications sur les livres, et le bibliothécaire lui explique ce qu'il veut savoir. En fait, il détient un savoir perdu depuis des milliers d'années. À un moment donné, il commence à enseigner les lois de la nature à Turan, ce qui finit par lui retourner le cerveau. Turan apprend également que chaque maladie provient de micro-organismes et que la décomposition des êtres vivants est causée par ces germes qui s'en nourrissent. En fait, il a pu saisir des principes de base aussi. Des choses comme la réfraction de la lumière, la production de chaleur par friction, ainsi que la manière dont les êtres vivants se blessent et guérissent. Plus tard, il mène une expérience sur la décomposition, et il est ébahi lorsqu'il parvient à la réaliser. Grâce à tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, il est capable d'améliorer ses compétences de sorcier. Il dit alors au bibliothécaire que certaines grandes maisons monopolisent peut-être ce savoir, car si tous les sorciers le savaient, elles perdraient leur avantage concurrentiel. Le bibliothécaire comprend enfin pourquoi le niveau de connaissance des gens ne cesse de baisser au fil du temps. Avant qu'il ne s'en rende compte, un mois s'est écoulé, et Turan annonce au bibliothécaire qu'il est temps pour lui de partir. Le bibliothécaire en est surpris, et Turan précise que Rug lui fait déjà comprendre qu'il doit s'en aller. Le bibliothécaire en est dévasté et saute vers Turan en le suppliant de l'emmener avec lui, mais il passe simplement à travers le corps de Turan. Turan demande au bibliothécaire s'il peut quitter la bibliothèque, mais il lui répond que non. Cependant, il assure à Turan qu'il prendra soin de lui s'il reste, mais Turan refuse son offre. En partant, Turan promet au bibliothécaire qu'il viendra lui rendre visite de temps en temps, lui rappelant qu'il y a encore tellement de livres qu'il n'a pas lus. Sur ce,
Turan rassemble ses affaires et quitte la ville. Il cesse de procurer une carte à la bibliothèque, grâce à laquelle il apprend que la base de la maison Zahar, le désert des Henriel, se trouve à l'est d'Eorem. Turan décide qu'il est temps de se diriger vers Zahar pour trouver des indices sur ses parents. Cette nuit-là, Turan campe dans les bois, car il ne veut pas se précipiter. Si les indices devaient disparaître, il l'aurait fait depuis longtemps. Poursuivant son voyage, il élimine également des monstres en cours de route. Le lendemain, il aperçoit un cheval protégeant son maître inconscient contre 2 elfes noirs. Les deux sont frustrés de se faire repousser par un simple cheval. Pour éliminer le cheval, les elfes utilisent leur pouvoir de nécromancien pour ressusciter les monstres morts des environs. Turan reste caché tout en observant les elfes accomplir leurs méfaits. Turan hésite à aider l'homme, car il ne sait même pas si c'est cet homme inconscient qui a attaqué les elfes noirs en premier. Les elfes décident alors de manger les autres humains qui l'ont tué, tout en cherchant un moyen de se débarrasser du cheval. Le fait qu'il soit cannibale irrite immédiatement Turan, qui active son mode furtif. S'assurant de bien maîtriser sa furtivité, il lance une pierre sur l'un des elfes, le décapitant sur le champ. Son collègue panique en voyant son ami perdre la tête juste à côté de lui. Il rassemble rapidement les monstres qu'il a réanimés. Turan lance une autre attaque sur l'elfe, mais le monstre taureau devant lui le protège avec sa tête robuste. Le taureau fonce alors dans la direction d'où attaquer Turan, arrachant les arbres sans ménagement, mais ne parvient pas à l'atteindre. L'elfe panique, sachant ce dont un utilisateur de furtivité est capable, et se sert de l'une des bêtes pour débusquer la cachette de Turan. Turan est contraint de quitter le mode furtif, et l'elfe ordonne aux bêtes de le poursuivre. Turan invoque une attaque de feu et élimine l'un des monstres. Mais avant même qu'il ne puisse se réajuster, le taureau fonce sur lui. Turan manque de se faire percuter, mais parvient à s'écarter d'un bond. Turan panique en réalisant que les monstres sont rapides. Il remercie sa bonne étoile d'avoir éliminé l'un des elfes au préalable. Soudain, il se fait mordre par l'un des monstres par derrière. Le monstre referme sa mâchoire sur son talon, et alors que Turan tente de le repousser, il est percuté par le taureau et projeté contre un arbre. Turan s'écrase violemment contre l'arbre, ce qui le fait hurler de douleur. Il crache du sang avant de tomber à genoux à l'agonie, et l'elfe dit à Turan qu'il va le faire souffrir avant de le tuer. Soudain, le cheval donne un coup de sabot au visage de l'elfe, l'envoyant au sol. L'elfe demande de l'aide, et les monstres saines prennent immédiatement au cheval. Il néglige totalement Turan, ce qui s'avère être une erreur, car ce dernier parvient à lancer une puissante attaque qui arrache la tête de l'elfe. Une fois les elfes morts, les bêtes périssent également, et Turan tombe à genoux d'épuisement. Le cheval s'approche pour vérifier s'il va bien, et Turan le remercie pour son aide. Plus tard dans la nuit, le propriétaire du cheval se réveille, choqué de voir un inconnu devant lui. Turan le salue avec désinvolture, et l'homme exige de savoir qui il est.